Bonjour et salut tout le monde. Ce cours est destiné aux élèves de la deuxième année du bac, sciences mathématiques A. Il s'agit donc de la variation génétique. Donc la variation génétique. Eh bien donc, qu'est-ce que c'est que la variation génétique? Donc, au sein d'une communauté d'individus appartenant à la même espèce, on trouve une diversité au niveau de plusieurs caractères comme la masse et la taille. Il s'agit donc d'un phénotype. Ces caractères sont des variables sur lesquelles on peut effectuer des études statistiques. Ces études statistiques constituent donc le sujet de la biométrie. Donc la variation génétique, ça concerne donc ce qu'on appelle donc la biométrie. Et la biométrie, c'est l'étude d'un certain nombre de caractères, l'étude d'un certain nombre de paramètres biologiques au niveau d'une communauté biologique ou bien tout simplement d'un ensemble d'individus appartenant à une même espèce. Donc cette communauté biologique ou bien cet ensemble d'individus appartenant à la même espèce donc va constituer ce qu'on appelle donc une population statistique. Donc il faut faire la différence entre la notion de population dans le sens de la génétique des populations et la notion de population tout simplement comme un terme statistique, c'est-à-dire la population statistique, c'est l'ensemble des individus qui sont soumis à une étude statistique. Donc, étude statistique d'un paramètre biologique, d'un phénotype, donc au sein d'une communauté ou d'un ensemble d'individus appartenant à la même espèce, donc d'une façon générale au sein d'une population statistique. Et il s'agit de caractères généralement donc mesurables, comme par exemple la taille, le poids, etc. Donc, l'étude statistique donc, de ces paramètres biologiques donc, constitue le sujet de ce qu'on appelle donc la biométrie. Alors, notre problématique est comme suit. Quels sont les éléments de l'étude statistique d'une variable donnée? Donc, on va présenter donc la méthodologie donc, adoptée pour faire des études statistiques. Et bien sûr, il y a des concepts, il y a des méthodes qui sont communes aux études statistiques d'une façon générale, et non pas uniquement les études statistiques donc, qui sont effectuées dans le cadre de la biométrie. Comment peut-on évaluer le niveau d'homogénéité phénotypique d'une communauté à partir de l'étude statistique? Donc, à partir d'études statistiques, on va faire des calculs, on va utiliser des formules mathématiques, on va réaliser des représentations graphiques, et tout ceci pour donc aboutir à un certain nombre de conclusions et entre autres donc évaluer l'homogénéité de la communauté biologique étudiée, donc la communauté biologique par rapport aux paramètres, par rapport aux caractères étudiés, donc au phénotype étudié. Donc, comment peut-on évaluer le niveau d'homogénéité phénotypique d'une communauté à partir de l'étude statistique? Et que signifie donc la notion de lignée pure? Donc, ces études statistiques donc, vont nous mener à parler de ce que c'est que donc une lignée pure. C'est-à-dire tout simplement, on va dire que notre communauté statistique, est-ce qu'elle constitue une lignée pure ou bien une lignée qui n'est pas pure? Et quels sont les types de sélection artificielle? Donc, on va voir que à partir des études statistiques, donc on va euh, étudier l'intérêt de, de la sélection artificielle, donc la sélection qui est effectuée donc surtout dans le domaine agricole. Donc, je pense que vous avez déjà entendu de ce qu'on appelle donc la sélection de variétés intéressantes donc en ce qui concerne des animaux les animaux d'élevage ou bien les plantes cultivées, etc. Donc, quel est l'intérêt de ce qu'on appelle donc la sélection artificielle?
Donc, ce chapitre comporte trois séquences et on va commencer donc par la première séquence. C'est ce qu'on appelle donc l'étude statistique d'une variable discontinue. Donc, vous pouvez donc remarquer dans, dans ces, dans ces deux images, qu'est-ce que vous pouvez donc constater dans ces deux images? Eh bien, vous avez ici donc des gousses du pois cultivé et des tubercules de pommes de terre. Eh bien, tout d'abord, donc il faut signaler que l'étude statistique peut porter sur un ensemble d'organismes vivants ou bien tout simplement un ensemble d'éléments biologiques. Parce que, par exemple, pour les tubercules de pommes de terre, donc une tubercule, ce n'est pas un organisme à part entière, mais c'est une partie d'un organisme. La même chose pour les gousses, donc les gousses du pois. Donc une gousse, ce n'est pas un organisme à part entière, donc c'est un élément d'un être vivant, c'est un élément d'un organisme vivant, c'est-à-dire c'est le fruit donc pour ce type de plantes qui appartient donc à la famille des légumineuses pour le pois. Donc la communauté la communauté statistique, la population statistique, donc ça peut être des organismes, un ensemble d'organismes vivants, ou bien tout simplement un ensemble, un échantillon, un ensemble d'éléments biologiques, comme les gousses, par exemple du pois, ou bien les tubercules de pommes de terre. Alors, qu'est-ce qu'on va étudier dans cette population statistique? Donc, on va étudier un paramètre biologique qui est mesurable. Par exemple, pour les gousses de pois, on peut étudier le nombre de graines dans chaque gousse. Donc, c'est ça le paramètre biologique donc, qui peut être donc, sujet d'une étude statistique, le nombre de graines dans une gousse. Ou bien, pour les tubercules de pommes de terre, on peut étudier par exemple la masse des tubercules de pommes de terre ou bien leur diamètre, ou bien la masse ou bien le diamètre. Eh bien, dans ces paramètres étudiés, dans ces caractères biologiques étudiés, on peut distinguer donc les variables discontinues et les variables continues. Alors, qu'est-ce que c'est que les variables discontinues? Donc, on parle de variables discontinues lorsqu'il s'agit d'un paramètre biologique qui admet des valeurs isolées comme des nombres entiers naturels. Donc, lorsqu'on a donc des valeurs isolées, bien précises, donc on parle de variables discontinues, c'est-à-dire que, par exemple, pour le cas du nombre de graines dans les gousses de pois, donc il doit donc s'agir d'un nombre entier naturel. Donc on a soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, etc. Donc le nombre des graines à l'intérieur de chaque gousse. Donc il s'agit d'une variable discontinue. Et qu'est-ce que c'est qu'une variable continue? C'est par exemple la masse des tubercules de pommes de terre, parce que donc pour la masse des tubercules de pommes de terre, donc on peut imaginer n'importe quelle valeur. Donc le paramètre peut donc prendre n'importe quelle valeur, et donc il s'agit d'une variable continue. Hein, si vous prenez par exemple la masse de 50 grammes et la masse de 100 grammes, eh bien entre 50 grammes et 100 grammes, vous avez donc une infinité de valeurs. Donc lorsqu'on a une infinité de valeurs possibles, on parle de variables discontinues, alors que lorsqu'on a un nombre limité de valeurs, donc des valeurs isolées, comme le cas par exemple du nombre de graines dans une gousse de pois, on parle de variables discontinues. Donc variable continue, une infinité de valeurs, variable discontinue, donc des valeurs précises isolées. Donc une variable continue peut prendre n'importe quelle valeur,
C'est le cas par exemple de la masse et de la taille. Une variable discontinue ne peut prendre que certaines valeurs déterminées, des nombres entiers par exemple. C'est le cas du nombre de graines dans une gousse de pois. Voilà donc en ce qui concerne donc le principe de la variable continue et la variable discontinue. Donc, on est en train donc d'étudier un paramètre biologique dans une population statistique. Donc, il s'agit d'un caractère biologique, il s'agit d'un phénotype. Ce phénotype peut se manifester soit au niveau d'un organisme tout entier, soit au niveau d'un certain nombre d'éléments biologiques comme les tubercules de pomme de terre ou bien les gousses de pois. Donc, c'est un phénotype qui dépend de deux choses. Il dépend tout d'abord du génotype de l'individu ou bien des individus auxquels appartiennent ces éléments biologiques et il dépend aussi des facteurs, donc du milieu. Donc un phénotype, c'est le résultat d'une part du génotype et d'autre part des facteurs du milieu. Donc c'est sous cet angle-là qu'on va étudier donc ces paramètres biologiques en tant que phénotype. Donc le phénotype, il dépend du génotype et il dépend aussi des facteurs du milieu. Eh bien, on va donc partir d'un exemple. On va partir d'un exemple. Vous avez ici donc, dans ce premier document, nous avons donc un exemple. C'est le nombre de nouveau-nés dans une portée chez un certain nombre de femelles de souris. Donc, exemple d'étude statistique d'une variable discontinue. Il s'agit du nombre de nouveau-nés par portée dans une communauté de femelles de souris. Donc, vous avez ici ce tableau-là. Il nous présente donc le résultat de notre étude statistique. Donc, on a pris donc un certain nombre de femelles de souris et on a donc calculé le nombre de nouveau-nés par portée. Donc, chez les souris, donc généralement, donc dans chaque portée, la femelle donne naissance à plusieurs nouveau-nés. Alors, on a pris donc, notre étude statistique porte sur 100 femelles de souris. Et au sein de ces 100 femelles, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, d'après ce tableau, donc, on a trouvé que ont donné 2 parmi 100, ils ont donné donc naissance à un nouveau-né par portée. 8, ils donnent naissance à 2 nouveau-nés par portée. 12 femelles, ils donnent naissance à 3 nouveau-nés par portée, etc. Vous avez par exemple ici 18 femelles donnent naissance à 6 nouveau-nés par portée, et ainsi de suite. Donc, vous avez donc dans la première ligne, c'est ce qu'on appelle donc les classes statistiques. Donc, les classes statistiques, c'est-à-dire les catégories, donc les catégories des individus par rapport aux paramètres étudiés. Donc, une classe, c'est une classe, donc nous avons 100 femelles de souris, et il y a une classe, c'est-à-dire un sous-groupe de souris qui donne naissance à un seul nouveau-né par portée, ou bien 2 nouveau-nés, ou bien 3 nouveau-nés, etc. Et dans la deuxième ligne, vous avez la fréquence de chaque classe. Donc la classe, c'est-à-dire l'ensemble, par exemple, l'ensemble des femelles qui donnent 4 nouveau-nés par naissance, eh bien cette classe, l'effectif de cette classe, c'est 16. La classe, c'est-à-dire l'ensemble des souris qui donnent, par exemple, 8 nouveau-nés par portée, eh bien, cette classe comporte 7 femelles, c'est-à-dire l'effectif, c'est 7. Donc, l'effectif des individus de chaque classe constitue donc ce qu'on appelle la fréquence.
Et la classe, c'est la répartition du groupe, bien la répartition des individus qui constituent, des éléments qui constituent notre population statistique, leur répartition en fonction du paramètre biologique étudié. Dans ce cas-là, le paramètre biologique étudié, c'est le nombre de nouveau-nés par portée, c'est-à-dire, donc nous avons 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9 nouveau-nés par portée. Donc, nous avons dans la première ligne, donc, ce sont les classes. Dans la deuxième ligne, ce sont les fréquences, c'est-à-dire les effectifs respectifs de chacune des classes. Donc, à partir de ce tableau-là, donc on va étudier un certain nombre de ce qu'on appelle donc les paramètres statistiques. Donc, il existe deux types de paramètres statistiques. Les paramètres de position et les paramètres de dispersion. Pour les paramètres de position, ils permettent donc de déterminer le niveau général d'un ensemble d'individus par rapport à une variable donnée. Donc, les paramètres de position, ils vous donnent une idée générale. Alors, on a donc l'habitude en statistique, donc pour avoir une idée générale de la distribution d'un paramètre au sein d'un groupe, au sein d'une population statistique, on calcule donc ce qu'on appelle la moyenne arithmétique. Vous pouvez par exemple, au sein d'une population statistique d'un certain nombre d'individus, calculer la moyenne de la taille, par exemple. Les paramètres de position permettent de déterminer le niveau général d'un ensemble d'individus par rapport à une variable donnée. Le principal donc paramètre de position, c'est ce qu'on appelle donc la moyenne arithmétique, c'est ce qui nous donne donc une idée globale sur la répartition, la distribution ou bien la valeur du paramètre biologique étudié au sein de la population statistique étudiée. La moyenne arithmétique, on l'appelle donc X bar, constitue le principal paramètre de position. Par exemple, on peut trouver que la moyenne arithmétique de la taille chez un ensemble d'hommes est de 1,70 m, c'est-à-dire 170 cm, et pour un ensemble de femmes, par exemple, on peut trouver 1,65 m. Donc, la notion de moyenne arithmétique, c'est une notion très importante en statistique. Le deuxième paramètre de position, c'est ce qu'on appelle le mode. Eh bien, le mode, tout simplement, il désigne la valeur du paramètre qui correspond à la fréquence maximale. Donc, vous pouvez constater ici, par exemple, dans ce tableau, que nous avons les fréquences 2, 8, 12, 16, 26, 18, 10, 7, 1, etc. Donc la fréquence maximale c'est 26. Donc on dit que le mode égale 5. C'est-à-dire le mode, dans cette étude statistique, le mode c'est 5 nouveaux-nés par portée chez les femelles de souris. Donc, et on va constater après que plus ou moins le mode c'est un petit peu proche de la moyenne arithmétique. Mais donc pour l'instant, donc on va tout simplement définir ce que c'est que le mode. C'est la valeur du paramètre étudié qui correspond à la fréquence maximale. Eh bien, ça c'est ce qu'on appelle donc les paramètres de position. Ils vous donnent une idée générale. Bien. Alors, je peux vous donner un exemple de ce que c'est que donc un paramètre de position. Vous voulez comparer, par exemple, les notes de deux classes. Donc, vous avez passé des examens, donc chaque élève a donc une note donnée, ou bien une moyenne donnée, et vous voulez comparer les notes. Alors, pour comparer deux classes, par exemple, donc vous faites ce qu'on appelle donc la moyenne arithmétique. C'est tout simplement, vous faites la somme des notes obtenues par tous les élèves
et vous divisez par l'effectif des élèves. Donc, vous avez par exemple une classe qui comporte par exemple 30 élèves. Donc, il y en a ceux qui ont 14, 10, 12, 16, 18, 19, 16, 11, 13, 10, etc. Donc, vous faites la somme des notes et vous divisez par l'effectif total des élèves, donc le nombre des élèves, et vous avez donc une moyenne. C'est ce qu'on appelle donc la moyenne arithmétique. Et avec cette moyenne arithmétique, donc, vous pouvez comparer donc le niveau de deux classes. Hein. Donc, vous faites le même examen et vous dites par exemple que pour la classe numéro 1, vous avez une moyenne de 14 et pour la classe numéro 2, vous avez une moyenne de 15,5. Eh bien, vous allez dire que la classe qui a donc comme moyenne arithmétique 15,5 sur 20, c'est une classe, soi-disant, qui est meilleure à la classe qui a eu comme moyenne arithmétique 14, une note de 14 sur 20. Bien. Mais en statistique, la moyenne arithmétique, ou bien d'une façon générale, les paramètres de position, sont insuffisants pour donner donc une idée sur les détails de la répartition des notes. Alors pourquoi? Parce que je reviens toujours donc à la comparaison de deux classes par rapport aux notes d'un examen, par exemple, que vous pouvez trouver que, par exemple, la classe A est a comme moyenne 14 sur 20, et la classe B, elle aussi, elle a comme moyenne 14 sur 20. Eh bien, la moyenne arithmétique, à elle seule, n'est pas suffisante pour avoir donc une idée sur la distribution des notes. Pourquoi? Parce que vous pouvez trouver donc la même moyenne, 14 sur 20, mais pour la première classe, vous avez par exemple la majorité des notes sont donc concentrées entre 13 et 15. Donc, disons par exemple que 80% des élèves, ils ont une note comprise entre 13 et 15, et la moyenne générale de la classe, c'est 14. Mais pour la classe B, vous avez toujours, vous avez toujours donc une moyenne générale, par exemple, de 14, mais il y a une distribution différente parce que dans la deuxième classe, nous avons des notes donc qui varient entre 8 et 20 sur 20. Certes, ça ressemble donc à la première classe en ce qui concerne la moyenne générale, donc 14 sur 20, mais on dit que donc notre population statistique, elle est très diversifiée parce qu'il y a de très bonnes notes et de mauvaises notes, et ce n'est pas comme la première classe où on a la majorité donc des notes est concentrée entre 13 et 15. Donc, 13 et 15 pour la première classe et 8 et 20 sur 20 pour la deuxième. Donc, vous avez ici un cas où l'on a donc la même moyenne arithmétique, mais la distribution est la même. Donc, pour la première, on va dire qu'elle est homogène. Donc, la classe pour laquelle donc, les notes sont concentrées entre 13 et 15, donc on va dire que c'est une classe homogène. Alors, pour celle pour laquelle donc, les notes se répartissent entre 8 et 20 sur 20, donc on va dire que c'est une population statistique qui est très dispersée, très diversifiée. Eh bien, en statistique, nous avons donc des méthodes pour justement évaluer soit d'une part l'homogénéité, soit la dispersion de la population statistique, donc en faisant donc le calcul de ce qu'on appelle les paramètres de dispersion. Donc, les paramètres de dispersion. Alors, quels sont ces paramètres de dispersion? Les paramètres de dispersion permettent d'évaluer l'homogénéité de la population statistique ou sa dispersion. Donc, il y a une opposition. S'il est homogène, c'est-à-dire qu'il n'est pas dispersé. S'il est dispersé, c'est-à-dire qu'il n'est pas homogène. Donc, il y a une opposition entre donc, l'homogénéité et la dispersion. Alors, les principaux paramètres de dispersion sont les suivants. Nous avons l'écart moyen arithmétique, qu'on note E, la variance V, l'écart type sigma
et le coefficient de variation K. Donc, on va étudier donc, les formules mathématiques qui expriment ces quatre paramètres de dispersion, à savoir l'écart moyen arithmétique E, la variance V, l'écart type sigma, le coefficient de variation K. Et pour chacun de ces paramètres, donc il y a une formule mathématique. Donc pour présenter donc ces formules mathématiques, donc je vais toujours revenir donc à notre tableau. Voilà. Donc on va revenir à notre tableau. Donc vous avez donc le tableau des données statistiques. Dans la première ligne, nous avons dit donc les classes, c'est-à-dire que 1, 2, 3, c'est-à-dire des souris qui ont donné naissance à un nouveau-né, 2, 3, 4 nouveau-nés, 5, 6, 7, 8, 9 nouveau-nés. Donc, notre population statistique est répartie en sous-groupes. Ces sous-groupes qui partagent donc la même valeur par rapport au caractère biologique étudié constituent ce qu'on appelle donc les classes statistiques. Et chaque classe statistique, donc, se distingue par un effectif donné. Donc, la classe des femelles qui ont donné naissance à un nouveau-né comporte 2 femelles. Par exemple, ceux qui ont donné naissance à 6 comportent 18 femelles, etc. Donc, à partir de ce tableau, on va faire donc le calcul de ce qu'on appelle donc les paramètres statistiques. Alors, premier paramètre, c'est la moyenne arithmétique. Donc, vous avez ici donc la moyenne arithmétique. Vous avez tout simplement, donc ici, c'est sigma. La moyenne arithmétique, c'est sigma de fi multiplié par xi. Donc, xi, c'est la valeur du caractère biologique. Fi, c'est la fréquence qui correspond à chaque classe. N, c'est l'effectif total de notre population statistique étudiée. Donc, dans notre exemple, nous avons donc N égale à 100. Parce que si on revient donc au tableau, si à partir du tableau, donc, vous faites la somme de toutes les fréquences, c'est-à-dire 2 plus 8 plus 12 plus 16 plus 26 plus 18 plus 10 plus 7 plus 1, eh bien, ça va nous donner 100. C'est-à-dire que l'étude porte sur 100 femelles de souris. Bien. Donc, la moyenne arithmétique, c'est sigma de fi fois xi. Donc, xi, ce sont les valeurs du paramètre par rapport à chaque classe. Donc, xi. Et la deuxième ligne, ça représente fi. Donc, la somme de fi xi divisé par l'effectif total de notre population statistique. Bien. Donc, si on veut un petit peu expliquer cette formule, c'est-à-dire c'est comme si on va mettre donc fi multiplié par xi, c'est-à-dire 2 fois 1, plus 8 fois 2, plus 12 fois 3, plus 16 fois 4, plus 26 fois 5, plus 18 fois 6, plus 10 fois 7, plus 7 fois 8, plus 1 fois 9, et le tout divisé par n, c'est-à-dire la somme des fréquences, c'est-à-dire l'ensemble des individus, l'effectif de l'ensemble des individus de notre population statistique. Donc, c'est ça ce qu'on appelle donc la moyenne arithmétique. Sigma de fi fois xi divisé par n. Xi, c'est la valeur du paramètre biologique, du caractère biologique. Fi, c'est la fréquence correspondant à chacune des classes statistiques. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc la moyenne arithmétique. Deuxième paramètre, c'est l'écart moyen arithmétique. Alors, c'est quoi l'écart moyen arithmétique? Donc, une fois on a calculé donc la moyenne arithmétique donc qui est x bar. Alors, qu'est-ce que vous avez ici?
Alors, l'écart moyen arithmétique, c'est sigma de fi multiplié par xi moins x bar. Donc, la différence avec la moyenne arithmétique, c'est au lieu de multiplier la fréquence par rapport à la valeur au lieu de multiplier la fréquence par la valeur du paramètre biologique par rapport à chaque classe, on la multiplie pour chaque classe par la différence entre ce paramètre et la moyenne arithmétique. Et pour ne pas avoir donc des nombres négatifs, on fait donc la valeur absolue. Donc, sigma de fi multiplié par xi moins x bar. Xi, c'est la valeur du caractère biologique qui correspond à une classe donnée, moins la moyenne arithmétique. Donc, on va mesurer un petit peu donc l'écart de chaque classe par rapport à la moyenne. Donc, si on veut dire l'écart moyen arithmétique, c'est la moyenne des écarts par rapport à la moyenne arithmétique. Divisé par n, c'est-à-dire divisé par l'effectif total de notre population statistique. Donc, l'écart moyen arithmétique, c'est un petit peu, donc, on va mesurer la moyenne des écarts de toutes les classes par rapport à la moyenne arithmétique. Donc, si je reviens à l'exemple des notes, la répartition des notes des élèves donc, dans un groupe donné, c'est-à-dire si vous avez par exemple dans une classe, vous avez la moyenne, c'est 14 sur 20, donc celui qui a un 10 sur 20, donc il a un écart de moins 4. Celui qui a un 18 sur 20, il a un écart de plus 4. Donc, on peut calculer la moyenne des écarts, c'est-à-dire on va multiplier l'écart par la fréquence, c'est-à-dire par l'effectif de la classe, et on divise par n, c'est-à-dire l'effectif de la population. Et on va calculer une sorte de la moyenne des écarts. Alors, pourquoi on doit utiliser la valeur absolue? Parce que si on ne fait pas de valeur absolue, on va avoir une sorte d'annulation des écarts. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 14, ceux qui ont 18, ils ont un écart de plus 4. Ceux qui ont 10, ils ont un écart de moins 4. Eh bien, ces écarts, ils vont s'annuler. Et on a donc tendance à réduire l'écart moyen arithmétique, à calculer un écart moyen arithmétique qui peut être nul, alors que ce n'est pas le cas. Donc, pour qu'il n'y ait pas une annulation des écarts positifs par les écarts négatifs ou bien à l'inverse, on va utiliser donc la valeur absolue donc pour mieux évaluer donc les écarts des individus par rapport à la moyenne. Donc l'écart moyen arithmétique, que veut dire l'écart moyen arithmétique? C'est tous les individus, ils sont proches de la moyenne arithmétique, donc eux, il sera faible. Si donc la majorité des individus donc sont plus ou moins loin de la moyenne arithmétique, donc l'écart moyen arithmétique sera donc élevé. Donc l'écart moyen arithmétique, donc il va évaluer l'écart des individus de la population ou bien des classes de la population par rapport à la moyenne arithmétique, et on va comprendre que si nous avons un écart élevé, donc notre population elle est dispersée, et si nous avons donc un écart moyen arithmétique réduit, nous aurons donc une population qui est relativement homogène. Alors, le principe de donc le troisième paramètre, de dispersion, c'est la variance. La formule de la variance ressemble un petit peu à la formule de l'écart moyen arithmétique. Seulement, au lieu d'utiliser xi moins x bar, on va utiliser xi moins x bar, le tout au carré. Donc, la variance, vous avez donc ici la variance.
c'est sigma de fi multiplié par xi moins x bar, le tout au carré, divisé par n, c'est-à-dire divisé par l'effectif de notre population statistique. Et donc, on a dit premier, deuxième, troisième. Et le quatrième paramètre de dispersion, c'est ce qu'on appelle l'écart type. Eh bien, l'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Donc, les paramètres de dispersion, donc le principal paramètre de position, c'est la moyenne arithmétique. Et les paramètres de dispersion, donc nous en avons trois principaux. L'écart moyen arithmétique E, la variance V et l'écart type sigma. Donc, qu'est-ce qu'on entend par xi? Donc, on va expliquer un petit peu donc ici les conventions de notation donc utilisées. Xi, c'est la valeur de la variable pour une classe donnée, dans le cas de la variable discontinue, ou la valeur du milieu de la classe, dans le cas de la variable continue. Donc, on va voir quelle est la signification donc, de xi dans la variable continue. Donc, maintenant, pour la variable discontinue, xi, c'est la valeur de la variable pour une classe donnée. Fi, c'est la fréquence, c'est-à-dire le nombre d'individus appartenant à une classe donnée, donc l'effectif de chaque classe. N, c'est la somme des fréquences, c'est-à-dire l'effectif de la population statistique étudiée. Et puis nous avons donc un autre paramètre qui est K. K, c'est le coefficient de variabilité. Donc K, donc on a déjà donc le coefficient de variation, pardon, le coefficient de variation. Eh bien, le coefficient de variation K est égal à l'écart type multiplié par 100 divisé par la moyenne arithmétique. Et K, le coefficient de variation, c'est aussi un paramètre de dispersion qui, lorsqu'il est réduit, donc lorsqu'il est petit, lorsque K est petit, donc on va dire que notre population est homogène. Lorsque K est grand, on va dire que notre population est dispersée, donc il est hétérogène. Donc le calcul de K permet d'évaluer le niveau d'homogénéité de la population statistique, donc au niveau du phénotype étudié, parce que donc le caractère biologique étudié, donc il s'agit d'un phénotype. Alors pour K, on a dit K c'est l'écart type, c'est sigma fois 100 divisé par x bar, c'est-à-dire l'écart type fois 100 divisé par la moyenne arithmétique. Donc si vous avez un K qui est petit, qui est inférieur à 15%, on va dire que c'est une population homogène, c'est-à-dire la dispersion, elle est faible. Si nous avons K compris entre 15 et 30%, donc plus précisément 15% strictement inférieur à K, inférieur ou égal à 30%, on va dire que nous avons une dispersion moyenne ou une homogénéité moyenne. Et si vous avez donc un K qui est très grand, qui est supérieur à 30%, eh bien, on va dire que notre population statistique n'est pas homogène, c'est-à-dire qu'il a une forte dispersion. Bien. Donc, à présent, donc, on va toujours donc, rappeler donc, notre tableau de données statistiques. Eh bien, comme vous pouvez le constater, donc, comme nous avons ici au niveau de la première question, quelle est la somme des fréquences dans cet exemple? Et que signifie ce nombre? Donc, la somme des fréquences égale à 100. C'est-à-dire l'ensemble des fréquences ici égale à 100, c'est-à-dire 2 plus 8 plus 2, etc. jusqu'à plus 1. C'est l'effectif, donc 100, c'est l'effectif total de la population statistique étudiée, c'est-à-dire l'ensemble des souris femelles. Donc ici, l'ensemble des souris femelles, donc ils sont de 100. Donc on a ici choisi le nombre de 100 donc, pour avoir donc, des calculs qui seraient donc relativement simples. Donc la somme des fréquences, c'est l'effectif total de notre population statistique étudiée, qui est donc dans ce cas-là 100 souris femelles.
Donc ça, c'est la réponse à la première question. La deuxième question, c'est c'est réaliser, réaliser donc euh, réaliser le diagramme en bâtonnet, le polygone des fréquences et la courbe de fréquence. Cette dernière est-elle unimodale ou bien plurimodale? Donc, le diagramme en bâtonnet. Donc, vous avez ici le diagramme en bâtonnet. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans le diagramme en bâtonnet? Donc, c'est une représentation graphique avec, avec un axe des ordonnées et un axe des abscisses. Alors, qu'est-ce qu'on met dans l'axe des ordonnées? Eh bien, dans l'axe des ordonnées, on met les effectifs de chaque classe. Et dans l'axe des abscisses, eh bien, tout simplement, on met les classes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez constater ici dans l'axe des abscisses? Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hein? Donc, vous avez de 1 jusqu'à 9 dans l'axe des abscisses. C'est-à-dire, ce sont les valeurs du caractère biologique étudié et ça constitue donc les classes. Donc, il y a une classe de souris qui ont donné naissance à un nouveau-né par portée. Il y a une classe qui ont donné 2 nouveau-nés par portée, 3 nouveau-nés par portée, etc. Donc ici, l'axe des abscisses, ça représente les classes et ça représente la valeur du caractère biologique étudié pour chaque classe. Eh bien, l'axe des ordonnées, c'est la fréquence correspondant à chacune des classes. Par exemple, ici, vous pouvez constater que les, les souris qui ont donné naissance, les souris qui ont donné naissance, par exemple, à 2 nouveau-nés par portée, eh bien, ils sont au nombre de 8. Les souris qui ont donné naissance à 5 nouveau-nés, donc ils sont au nombre de 26, etc. D'accord? Donc, nous avons ici donc, les classes dans l'axe des abscisses. Nous avons les classes et les valeurs du paramètre biologique pour chaque classe. Et dans l'axe des ordonnées, nous avons donc une, l'effectif, pardon, les fréquences respectives de chaque classe statistique. Alors, vous avez donc ici ce qu'on appelle donc le diagramme en bâtonnet. Donc, on trace des segments verticaux pour représenter les fréquences respectives pour chaque classe. Alors, donc, si on prend donc les sommets de chacun de ces segments, si on les relie avec des, des segments de droite, eh bien, on va voir ce qu'on appelle le polygone des fréquences. Donc, relier les extrémités, les sommets des segments de droite, ou bien les sommets des bâtonnets avec des segments de droite, ça va nous donner ce qu'on appelle donc le, poly- euh, le, le polygone, le polygone des fréquences. Et c'est ce que vous avez ici. Hein. Donc, on peut faire le polygone sur le même graphique sur lequel donc, on a mis donc, les bâtonnets, ou bien tout simplement faire une représentation graphique différente. Donc, ici, vous avez donc le polygone des fréquences. Eh bien, donc, c'est comme si on a donc relié les sommets des bâtonnets. Et vous avez ici donc ce qu'on appelle les polygones des fréquences. Et toujours, vous avez dans l'axe des ordonnées les fréquences correspondant à chacune des classes. Et dans l'axe des abscisses, vous avez les différentes classes, la répartition des différentes classes, avec donc la valeur du paramètre biologique correspondant à chaque classe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc le polygone des fréquences. Bien. Troisième représentation graphique, c'est que donc, c'est ce qu'on appelle la courbe des fréquences. Eh bien, la courbe des fréquences,
Pour la courbe des fréquences, donc c'est un petit peu, on va donc représenter, transformer donc le polygone des fréquences, relier les points de telle sorte pour avoir une courbe, un petit peu une courbe en cloche, hein. Alors si on relie les points d'une façon à avoir une courbe et non pas des segments, hein, donc, et on va obtenir donc ce qu'on appelle la courbe de fréquence. Et vous pouvez donc constater que comment on peut passer du polygone vers la courbe de fréquence. Donc, vous regardez ici, le polygone, donc, ce sont des segments de droite. La courbe, donc, c'est un petit peu donc une courbe lisse, hein. C'est ce qui représente donc ce qu'on appelle la courbe des fréquences. Et dans la courbe des fréquences, donc, vous avez toujours dans l'axe des abscisses, dans l'axe des ordonnées, les fréquences correspondant à chaque classe. Et dans l'axe des abscisses, vous avez donc les nombres de nouveau-nés par portée, c'est-à-dire les classes et les valeurs du paramètre biologique correspondant à chaque classe. Donc, nous avons ici donc trois types de représentations graphiques. Alors, premièrement, nous avons le diagramme en bâtonnet. Deuxièmement, le polygone des fréquences. Et troisièmement, la courbe des fréquences. Et bien sûr, ces trois graphiques, donc, nous les avons tracés à partir du tableau, donc, qui nous présente les données statistiques. Et bien sûr, vous savez très bien comment transformer un tableau en un graphique, hein. Donc, vous choisissez une échelle convenable pour l'axe des abscisses et pour l'axe des ordonnées. Donc, et vous faites votre tracé, que ce soit donc le tracé du diagramme en bâtonnet, ou bien le polygone des fréquences, ou bien la courbe de fréquence. Maintenant, on va un petit peu parler de la signification de cette courbe. Alors, lorsqu'on a une courbe qui est constituée d'une seule bosse, on dit que c'est une courbe unimodale. Alors, une courbe unimodale, c'est à l'opposé d'une courbe bimodale ou multimodale. Alors, si vous avez donc une courbe unimodale, c'est déjà un critère qui signifie que notre population statistique est relativement homogène. Si nous avons une courbe de fréquence qui est, par exemple, bimodale, eh bien, c'est un critère qui permet de dire que notre population statistique n'est pas homogène. Donc, c'est ça, grosso modo, la signification d'une courbe unimodale et la signification d'une courbe bimodale. Regardez ici, par exemple, vous avez un schéma qui nous représente donc un graphique, soi-disant, qui nous représente une courbe bimodale. Eh bien, une courbe bimodale, donc quelle est la signification d'une courbe bimodale? Une courbe bimodale, c'est-à-dire que vous avez votre population statistique n'est pas homogène. Donc, je rappelle qu'une courbe, elle peut être bimodale ou bien plurimodale. Donc, dans ce cas-là, c'est une courbe bimodale. C'est-à-dire il y a deux bosses ou bien deux modes. Donc, vous avez ici un premier mode, vous avez ici un deuxième mode. Et donc, je rappelle que le mode, c'est la valeur du paramètre biologique calculé qui correspond donc à une fréquence maximale. Même lorsqu'il s'agit d'une courbe, même lorsqu'il s'agit d'une courbe unimodal. Donc, on va dire que le mode, par exemple, ici, nous avons le mode, c'est 5. C'est-à-dire la valeur du paramètre, par exemple ici, 5 nouveau-nés par portée, c'est la valeur du paramètre qui correspond à la fréquence maximale qui est donc ici 26. Bien. Revenons donc à la signification, à la signification de ce qu'on appelle donc une courbe bimodale. Donc une courbe unimodale, ça montre une certaine homogénéité. Je ne dis pas une homogénéité parfaite, mais je dis donc une certaine homogénéité dans notre population statistique étudiée.
Mais donc, si vous avez une courbe, par exemple une courbe bimodale, eh bien, ça montre bien que il s'agit donc, notre population statistique n'est pas homogène. Et vous avez ici donc, c'est comme si notre population, elle cache deux sous-populations et chacune, elle a donc son propre mode qui correspond à une valeur donnée, donc par rapport aux paramètres biologiques étudiés. Alors, pour expliquer cette notion de courbe bimodale, donc je vous donne un exemple. Alors, euh, vous prenez par exemple, vous avez pris donc au hasard un ensemble d'individus, des hommes et des femmes adultes, pour lesquels donc vous faites une étude statistique qui concerne la taille. Et vous trouvez que vous avez donc une courbe bimodale et vous avez par exemple le mode qui correspond donc à le premier mode correspond par exemple à une taille de 1,65, 1,65 m. Et ici par exemple vous avez un mode qui correspond par exemple à 1,72 m. Eh bien, cela veut dire que votre population statistique, elle est constituée de deux sous-populations. Il y a les hommes d'une part et il y a les femmes d'autre part. Donc le mode qui est un petit peu proche de la moyenne arithmétique, c'est-à-dire c'est comme si vous voulez donc le mode de la taille pour les femmes, c'est 1,65 m et le mode de la taille pour les hommes, par exemple dans votre population statistique étudiée, c'est 1,72 m. Donc l'étude statistique, donc ça montre que votre population n'est pas homogène parce qu'il y a deux catégories d'individus. Dans cet exemple, il y a les hommes, il y a les femmes, et la moyenne de la taille ou bien le mode de la taille chez la femme, il est un petit peu inférieur au mode ou bien à la moyenne arithmétique de la taille chez les hommes. Donc ici, en l'occurrence, respectivement 1,65 m et 1,72 m. Donc c'est ça la signification d'une courbe bimodale. Ça montre qu'il y a une sorte de deux sous-groupes dans votre population statistique et qui se distinguent les uns des autres par rapport au caractère biologique étudié. Bien. Et je reviens ici donc à la notion la notion d'homogénéité. Et vous pouvez donc constater ici que nous avons représenté trois courbes, trois courbes, trois courbes de fréquence. Une courbe de fréquence, donc il y a ici une couleur, soi-disant une couleur bleue, il y a celle qui a la couleur rouge et celle qui a la couleur verte. Donc nous avons fait l'étude de trois populations statistiques et nous avons eu ce résultat. Alors qu'est-ce qui est commun? Qu'est-ce qui est commun entre ces trois populations, celle qui a donné la courbe bleue et celle qui a donné la courbe rouge et celle qui a donné la courbe verte? C'est à peu près, donc ils ont la même moyenne arithmétique. C'est-à-dire que si ici, donc on peut voir donc le mode, donc le même mode, c'est à peu près donc le même mode, c'est à peu près la même moyenne arithmétique. Donc ici, par exemple, ici nous avons x bar, c'est 3, hein, c'est la valeur de 3. Donc 3 par rapport, donc 3 c'est la valeur du paramètre étudié, du caractère étudié par rapport donc 3 c'est la valeur de la moyenne arithmétique, hein, par rapport au caractère étudié. Donc les trois populations, ils ont la même moyenne arithmétique, c'est 3, mais la répartition n'est pas la même. Donc vous avez ici donc cette courbe en cloche, ou bien ce qu'on appelle la courbe de Gauss-Laplace, la courbe de Gauss-Laplace. Donc la courbe bleue, elle est un petit peu serrée, c'est-à-dire que la population correspondante est une population homogène. Alors que la courbe rouge, il est un petit peu étalée, donc ça correspond donc à une population qui n'est pas assez homogène. Et pour la courbe verte, vous avez une population qui est vraiment une courbe qui est très étalée, c'est-à-dire que la population étudiée, elle est très dispersée, elle est très diversifiée. Et cette homogénéité ou bien cette dispersion, il peut être donc évalué avec l'écart type. Et vous avez ici donc pour
la courbe bleue, vous avez l'écart type 0,5, c'est le plus petit. Pour la courbe rouge, vous avez 1, donc c'est supérieur à 0,5. Ou pour la courbe verte, vous avez 2. Donc pour la population qui correspond à la courbe verte, donc il a un écart type élevé, donc c'est une population qui est très dispersée, alors que pour la population correspondant à la courbe bleue, elle a un écart type réduit, c'est-à-dire que c'est une population homogène. Donc vous pouvez déjà évaluer l'homogénéité de votre population statistique à partir de l'étendue horizontale de votre courbe. Donc si vous avez une courbe étalée, c'est une population dispersée. Si vous avez une courbe qui est serrée, c'est le cas de la courbe bleue, donc vous avez une population qui est homogène. Donc on peut évaluer l'homogénéité et la dispersion à travers donc déjà la forme, déjà graphiquement à partir de la forme de la courbe, mais aussi à partir du calcul de l'écart type, parce qu'on a dit que l'écart type, il fait partie des paramètres de dispersion, des paramètres statistiques de dispersion qu'on va donc calculer avec donc des formules mathématiques. Voilà donc en ce qui concerne donc les représentations graphiques et un petit peu donc leur signification. Alors la prochaine fois, donc on va revenir aux formules mathématiques à partir du tableau, hein, à partir du tableau, donc on va calculer la moyenne arithmétique, l'écart moyen arithmétique, la variance, l'écart type et le coefficient de variation. Donc, dans la prochaine séquence, donc on va traiter donc le calcul des paramètres statistiques à partir des formules mathématiques. Donc, on va étudier la méthodologie qu'on doit faire pour faire donc les calculs. Voilà, donc c'est fini pour la séance, pour la séquence d'aujourd'hui. Portez-vous bien et à la prochaine.